Le grand salon de l'hôtel particulier, situé au cœur du 8e arrondissement de Paris, scintillait sous le poids de ses lustres en cristal. Leur lumière dansait sur le marbre froid et les parquets Versailles, où se mouvait l'élite parisienne, parée de ses plus beaux atours. Les conversations, feutrées et discrètes, se mêlaient aux rires contenus, créant une symphonie de privilèges et d'opulence. Dans ce décor parfait, des ombres silencieuses assuraient le bon déroulement de la soirée. Les traiteurs et les agents d'entretien, dont la présence était tolérée à condition de l'être invisible. Ils étaient les rouages discrets d'une machine bien huilée, les témoins muets d'un monde qui n'était pas le leur, un monde où la générosité se célébrait avec faste, loin des réalités du quotidien. Éléonore de la Roche, l'hôtesse de cette gala de bienfaisance, dominait la pièce par sa seule présence. Vêtue d'une robe blanche de grand couturier, dont la valeur dépassait celle d'une berline allemande, elle incarnait une perfection sculpturale et glaciale. Son chignon était impeccable, son visage un masque de maîtrise et d'ennui calculé. Ses yeux, froids et analytiques, balayaient l'assemblée, jugeant chaque détail, chaque invité. Mais derrière cette façade de pouvoir et de succès se cachait une solitude abyssale. Élevée par un père qui n'avait jamais validé ses accomplissements, elle avait appris à considérer la vulnérabilité comme une faiblesse. Pour se protéger, elle avait bâti une forteresse de contrôle et de mépris, vivant pour une image qui la laissait désespérément vide, une reine dans un royaume sans chaleur. Julien Martin, lui, se déplaçait avec la discrétion de ceux qui ont l'habitude de ne pas être vus. Son uniforme simple était usé, son visage fatigué portait les marques des soucis et des longues heures de travail. Ses mains, calleuses et abîmées, contrastaient avec la délicatesse des coupes de champagne qu'il ramassait. Alors qu'il se faufilait entre les invités, un léger déséquilibre, un mouvement brusque d'un convive, et l'inévitable se produisit. Quelques gouttes de vin rouge échouèrent sur la robe immaculée d'Éléonore. Le silence tomba instantanément, lourd et pesant. Tous les regards convergèrent vers la tache pourpre qui souillait la perfection du blanc, puis vers le visage pétrifié de Julien, qui venait de commettre l'irréparable crime de briser l'illusion. Sentant le poids de tous ses yeux sur elle, Éléonore décida de faire de cet incident un spectacle de son pouvoir. Sa voix, claire et tranchante, brisa le silence. « Incompétent », lança-t-elle, le mot résonnant comme un coup de fouet. « Insignifiant ». Elle le dévisagea avec un mépris glacial, savourant l'humiliation publique de cet homme qui osait tacher son monde. Puis, pour couronner sa cruelle performance, son regard se posa sur le magnifique piano à queue Pleyel qui trônait sur l'estrade. « Vous savez quoi ?» déclara-t-elle à la cantonade. « Si un homme comme vous arrive à jouer une seule note décente sur ce piano, je vous épouse. » Un rire complice parcourut l'assemblée. C'est parfois dans la cruauté la plus gratuite que l'on découvre la véritable nature des gens. Si vous aussi, vous avez déjà ressenti cette injustice, abonnez-vous pour découvrir la suite de ce récit. Le silence qui suivit la provocation d'Éléonore était dense, presque palpable. Julien, le visage brûlant de honte, sentit le poids de centaines de regards le transpercer. Chaque murmure, chaque rire étouffé était une lame de plus dans son cœur déjà meurtri. Il aurait voulu s'effacer, devenir aussi invisible que son statut le suggérait, mais la voix glaciale de l'hôtesse l'avait cloué sur place, le transformant en l'attraction principale d'un cirque cruel. Son regard se perdit un instant, cherchant une issue qui n'existait pas. Puis, une force insoupçonnée, née du désespoir et d'une dignité enfouie, le poussa à relever la tête. Lentement, avec une démarche qui semblait défier la gravité de l'humiliation, il se dirigea vers l'estrade où trônait le piano à queue, un monstre de laque noire et d'ivoire qui le fixait comme un juge silencieux. Assis sur le tabouret en velours, il ferma les yeux, s'isolant du luxe ostentatoire et de la méchanceté ambiante. Dans le noir de ses pensées, il ne vit ni les lustres ni les robes de soirée, mais le visage de sa fille de 10 ans, Léa. Il la revit dans son lit d'hôpital, sa peau diaphane, son souffle court,
Mais avec ce sourire fragile qui était sa seule raison de se lever chaque matin, il sentit l'odeur âcre des produits d'entretien qui imprégnaient ses vêtements, la fatigue chronique qui pesait sur ses épaules, le fardeau des 2 emplois qu'il cumulait pour elle. Tout cela, chaque sacrifice, chaque humiliation, était pour financer ce traitement expérimental en Suisse, cet unique et infime espoir. Cet instant de dérision publique était qu'une épreuve de plus sur un chemin déjà jonché d'épines. Il respira profondément, et pour la première fois, il n'était plus Julien Martin, l'agent d'entretien, mais un père prêt à tout. Ses mains, abîmées par le travail, se posèrent sur le clavier. Le contact des touches, lisses et froides, réveilla en lui des fantômes qu'il croyait endormis à jamais. Une image fulgurante lui traversa l'esprit, celle de sa jeunesse, dans le petit appartement de son enfance, ses doigts agiles dansant sur un vieux piano droit. Il se souvint des rêves de conservatoire, des promesses d'une carrière de concertiste, de l'avenir radieux qui s'offrait à lui. La musique était alors son langage, sa respiration. Mais la vie, dans sa cruauté implacable, avait réécrit sa partition. La maladie de sa femme, Isabelle, puis son décès, l'avait forcé à abandonner ses ambitions pour subvenir aux besoins de sa famille. La musique était devenue une blessure, un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu, une mélodie qu'il n'osait plus jouer. Puis, le silence fut rompu. Ce ne fut pas une note maladroite, mais l'introduction tourmentée du nocturne en do dièse mineur de Chopin. La mélodie S éleva, pure et déchirante, emplissant le grand salon d'une tristesse infinie. Chaque accord était une confession, chaque arpège une larme retenue. Il jouait avec la mémoire de son amour perdu, avec l'angoisse pour sa fille malade, avec la rage d'une vie de sacrifice et d'injustice. La musique était une vague puissante qui balayait tout sur son passage, exposant la superficialité et le vide de cette assemblée. Les rires éteignirent, les sourires narquois se figèrent, laissant place à une stupeur collective. L'agent d'entretien invisible venait de donner une âme à cette pièce qui n'en avait aucune, révélant une richesse intérieure que personne n'aurait pu soupçonner. Éléonore, pétrifiée au milieu de la salle, sentit la musique la frapper de plein fouet. La tache sur sa robe, son orgueil blessé, tout cela semblait soudain dérisoire. Cette mélodie contournait ses défenses, brisait l'armure de glace qu'elle avait mis des années à forger et touchait un point sensible qu'elle croyait mort. Elle se revit enfant, seule dans sa grande maison, obligée de suivre des leçons de piano pour parfaire son éducation. Son jeu était techniquement parfait, mais froid, mécanique, dépourvu de cette passion dévorante qui émanait des mains de cet homme. À travers sa musique, elle ne voyait plus un subalterne, mais un artiste dont la profondeur des âmes éclipsait la sienne. La honte qu'elle ressentit n'était plus pour sa robe souillée, mais pour sa propre cruauté, sa propre vacuité. Les dernières notes du nocturne résonnèrent, suspendues dans un silence lourd de sens. Julien resta immobile, la tête penchée sur le clavier, comme écrasé par le poids des émotions qu'il venait de libérer. L'absence de bruit qui suivit était différente, chargée non plus de mépris, mais d'un respect teinté de remords. Un invité, puis un autre, se mirent à applaudir timidement avant que toute la salle n'explose en une ovation assourdissante. Mais Julien n'entendait rien. Il était déjà loin, au chevet de sa fille, lui murmurant qu'il l'aimait. Il se leva lentement, tourna le dos à l'instrument et à cette foule soudain admirative, et quitta la scène, ne désirant rien d'autre que de retrouver l'anonymat. C'est incroyable, comme la vie peut basculer en un instant. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, pensez à vous inscrire pour ne rien manquer de nos récits. Les jours suivants furent un cauchemar médiatique. Le pianiste des palaces, la symphonie de l'agent d'entretien, les titres des journaux à scandale étaient partout. Son visage fatigué étalait en première page, sa modeste vie disséquée pour le plaisir des lecteurs. Des journalistes assiégeaient son petit appartement en banlieue, lui offrant de l'argent pour une interview exclusive pour raconter son histoire, inspirante. Julien les repoussait tous avec une lassitude polie. Cette célébrité soudaine était un poison,
Elle l'empêchait de se rendre à ses gardes, de veiller sur Léa en toute tranquillité. Hélène était ni un prodige retrouvé, ni un héros des temps modernes. Il était simplement un père terrifié. Et les 80 000 € nécessaires pour le traitement en Suisse semblaient un sommet encore plus infranchissable au milieu de ce cirque. Pour Éléonore, les répercussions furent tout aussi violentes. Sa promesse absurde, lancée comme une insulte, lui revenait en plein visage. La fiancée milliardaire de l'agent d'entretien, le surnom était devenu sa nouvelle identité, une source de moqueries infinies dans les cercles élitistes qu'elle avait si longtemps cultivés. Son conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence, remettant en cause sa stabilité et son jugement. Son père, depuis sa retraite dorée sur la Côte d'Azur, l'appela pour l'accabler de reproches, l'accusant de jeter l'opprobre sur leur nom. Chaque article, chaque commentaire sarcastique était une fissure de plus dans sa carapace. Mais sous la couche de l'humiliation publique, la musique de Julien continuait de résonner, révélant avec une clarté insoutenable le vide de son existence. Poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle fit ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'intéressa à la vie d'un insignifiant. Elle engagea un détective privé, non pour trouver des failles, mais pour comprendre l'homme derrière la musique. Le rapport qu'elle reçut quelques jours plus tard fut un choc. Il décrivait une vie de dignité silencieuse face à l'adversité. Le passé de pianiste prometteur, la mort tragique de sa femme, la maladie rare de sa fille, le refus de la sécurité sociale de couvrir l'intégralité des frais du traitement expérimental. Chaque ligne était une accusation directe à son propre aveuglement, à sa propre superficialité. La honte qui l'envahit était si intense qu'elle en eut la nausée, une sensation bien plus violente que la simple humiliation sociale. Le sort de Léa. Cet enfant de 10 ans luttant pour sa vie dans un hôpital public devint une obsession. Éléonore, qui signait des chèques à 6 chiffres pour des galas de bienfaisance sans jamais se soucier des bénéficiaires, était confrontée pour la première fois à la réalité crue de la souffrance. Elle regarda des photos de la petite fille, son sourire lumineux malgré la maladie, et une émotion authentique, une empathie douloureuse, perça enfin ses défenses. Elle voyait dans le combat de cet enfant un écho de sa propre solitude d'autrefois, une vulnérabilité qu'elle avait passé sa vie à écraser chez les autres pour ne pas avoir à l'affronter en elle-même. C'est dans ces moments de vérité qu'on se rend compte de ce qui compte vraiment. Votre soutien en vous abonnant nous permet de continuer à partager ces prises de conscience. Pendant ce temps, l'état de Léa se dégradait. Les médecins, bienveillants mais impuissants, confirmèrent à Julien qu'ils avaient atteint les limites de ce qu'ils pouvaient faire en France. L'espoir reposait entièrement sur la clinique suisse, mais l'échéance pour verser l'acompte et réserver sa place approchait à grands pas. La panique s'empara de Julien. Il vendit les quelques biens de valeur qu'il possédait, les bijoux de sa défunte femme, ses partitions de collection. La somme récoltée était une goutte d'eau dans l'océan. Il se sentait piégé, revivant l'impuissance terrifiante qui l'avait submergé des années plus tôt. Assis au chevet de sa fille, lui tenant la main, il luttait pour ne pas s'effondrer. La mélodie qu'il avait jouée quelques jours auparavant lui revenant comme un écho cruel de sa propre impuissance. Éléonore se trouvait à la croisée des chemins. Elle pouvait laisser le scandale S éteindre, ignorer la situation et retourner à sa vie parfaitement ordonnée mais désespérément vide. Ce serait la solution la plus simple, celle que son entourage attendait d'elle. L'autre option était de tout briser, son image, sa réputation, les murs de sa forteresse. Elle pouvait intervenir, non pas pour tenir une promesse ridicule, mais pour répondre à un appel plus profond. Ce haine était plus une question de fierté, mais une question d'humanité. Le choix, haine, n'était pas entre elle et Julien, mais entre la femme qu'elle était et celle qu'elle pouvait encore devenir. La musique de Chopin, ce chant de douleur et de beauté tournait en boucle dans son esprit, exigeant une réponse, transformant le poids d'une parole en l'air en celui d'un impératif moral. Elle quitta son chauffeur à l'entrée de l'hôpital public,
Un univers de néons blafards et de couloirs aseptisés qui lui étaient totalement étrangers. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait ni maquillage, ni bijoux, ni vêtements de créateur. Elle portait un simple jean et un pull en cachemire gris, une tenue d'anonymat qui était aussi une armure contre son propre monde. Chaque pas sur le linoléum usé résonnait comme un aveu de défaite. Mais C était une défaite qu'elle accueillait avec un soulagement étrange. Elle suivit les panneaux indiquant le service de pédiatrie, le cœur battant à un rythme désordonné. Hélène n'était plus Éléonore de la Roche, la femme d'affaires impitoyable, mais simplement une femme en quête d'une rédemption qu'elle ne savait même pas si elle méritait, marchant vers l'homme dont elle avait tenté de briser l'âme pour se sentir vivante. Elle le trouva dans une petite salle d'attente, avachi sur une chaise en plastique orange vif qui jurait avec la pâleur de son visage. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Ses yeux fixaient un point invisible sur le mur d'en face, cerné par l'insomnie et l'angoisse. Quand il la vit, son corps se raidit instantanément. Une lueur de méfiance, presque de haine, traversa son regard fatigué. Il se leva à moitié, comme pour protéger un territoire invisible, prêt à la chasser, la croyant venue avec une meute de journalistes ou une nouvelle proposition humiliante. Le silence entre eux était plus lourd que celui qui avait suivi sa provocation au gala. Il était chargé de douleur, de préjugés et de l'immense fossé qui séparait leurs deux existences. Un abîme que seule une vérité brute pouvait espérer combler. Éléonore ne fit pas un pas de plus. Elle resta près de la porte, acceptant sa position d'intruse. Sa voix, quand elle parla, n'avait rien de l'assurance tranchante qui était sa marque de fabrique. Elle était basse, presque cassée. « Je suis venue vous demander pardon », dit-elle simplement. Les mots semblaient maladroits, insuffisants face à l'ampleur du mal qu'elle avait fait. Ce soir-là, j'y étais cruel. J'ai passé ma vie à construire des murs autour de moi, à croire que la force consistait à rabaisser les autres pour ne jamais montrer mes propres failles. Votre musique n'a pas seulement brisé le silence dans ce salon, elle a brisé quelque chose en moi. Elle m'a montré le vide immense de ma propre vie, un vide que j'essayais de remplir avec du mépris et de l'arrogance. Elle marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air stérile de l'hôpital, puis elle plongea son regard dans le sien. « Je veux payer l'intégralité du traitement de votre fille, le voyage, la clinique, tout, sans aucune condition, sans rien attendre en retour. » Julien la dévisagea, le choc initial laissant place à une suspicion encore plus profonde. Était trop simple, trop facile. Une aumône pour apaiser une conscience coupable. Il secoua la tête, un rictus amer aux lèvres. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix rauque par l'épuisement et la méfiance. Éléonore sentit une larme perler au coin de son œil, la première depuis son enfance. « Parce que vous m'avez rappelé qu'il y a encore de la beauté dans le monde, et je ne veux plus vivre dans un monde qui en est dépourvu. » Cette réponse, d'une sincérité désarmante, fit tomber les dernières défenses de Julien. Il vit dans ses yeux non pas de la pitié, mais une douleur authentique, une vulnérabilité qui faisait écho à la sienne. Ce haine n'était pas une milliardaire cherchant à acheter son pardon, mais un être humain brisé tendant la main à un autre. Il ne répondit rien. Il se rassit lourdement sur sa chaise en plastique, passa une main tremblante sur son visage et, pour la première fois depuis des semaines, il se permit de respirer. Un poids immense, celui de l'impuissance financière et du désespoir, venait de se soulever de ses épaules. Dans le silence de cette salle d'attente impersonnelle, un lien fragile et inattendu venait de se tisser, non pas sur les cendres d'une humiliation, mais sur la promesse d'un espoir retrouvé. Le voyage en Suisse fut un tourbillon d'angoisse et d'espoir. Chaque jour, Éléonore recevait un court message de Julien, des nouvelles laconiques sur l'état de Léa. Elle n'imposa jamais sa présence, se contentant de veiller de loin, s'assurant que chaque facture était réglée, que chaque besoin était comblé avant même qu'il ne soit formulé. Puis, après des semaines qui semblèrent des siècles, le message tant attendu arriva. Elle va mieux, le traitement fonctionne. Pour la première fois depuis des années, Julien sentit le nœud permanent dans son estomac se desserrer.
Le retour de Léa à Paris ne fut pas un grand événement, mais un miracle silencieux. Elle descendit de l'avion en courant dans ses bras, les joues roses, le souffle régulier. En voyant cette scène depuis sa voiture discrètement garée, Éléonore comprit que l'argent n'avait pas seulement acheté un traitement médical, mais avait racheté un fragment de sa propre âme. La promesse absurde du mariage fut oubliée, remplacée par quelque chose de bien plus solide et précieux, une amitié née du respect mutuel. Ils ne devinrent pas amants, mais confidents. Ils se retrouvaient dans de simples cafés, loin du faste des salons parisiens, et parlaient de tout et de rien, de musique, de rêves brisés, de la difficulté d'être parent. C'est au cours de l'une de ces conversations qu'Éléonore eut une révélation. En écoutant Julien décrire avec une passion contenue le talent qu'il voyait chez certains jeunes des quartiers populaires, elle comprit que son histoire n'était pas un cas isolé. Combien de symphonies restèrent silencieuses, étouffées par la précarité. Elle décida alors d'utiliser sa fortune non plus pour organiser des galas vides de sens, mais pour construire un pont. Elle allait créer une fondation pour offrir à ses talents la chance que Julien n'avait jamais eue. La fondation Mélodie d'avenir vit le jour en quelques mois. Loin de l'opulence de son ancienne vie, Éléonore vendit l'hôtel particulier du 8e arrondissement, ce mausolée de sa solitude, pour s'installer dans un grand appartement lumineux près du jardin du Luxembourg. Un lieu chaleureux, vivant, où le rire de Léa, désormais adolescente et en pleine santé, résonnait joyeusement. Julien, nommé directeur artistique de la fondation, retrouva sa véritable vocation. Il n'était plus un homme invisible nettoyant les traces des autres, mais un mentor qui façonnait l'avenir. Ses mains, autrefois abîmées par les produits d'entretien, guidaient désormais celles de jeunes prodiges sur les touches d'un piano. Ensemble, Éléonore, Julien et Léa formèrent une famille atypique, un trio uni non par les liens du sang, mais par les harmonies d'une rédemption partagée et d'un amour inconditionnel. Leur nouvelle vie n'était pas un conte de fées, mais une partition écrite avec les notes de la réalité, avec ses moments de doute et ses triomphes discrets. Éléonore découvrit que la véritable richesse ne résidait pas dans les bilans financiers ou les titres de propriété, mais dans le son d'un violon joué avec passion par un jeune boursier, dans le regard reconnaissant d'une mère, ou dans le simple fait de partager un dîner avec les deux personnes qui lui avaient appris à ressentir à nouveau. Elle avait troqué un royaume de glace contre un foyer. Julien, lui, avait enfin fait la paix avec son passé, transformant sa blessure en une source d'inspiration pour les autres. Si ces histoires de reconstruction et d'espoir vous inspirent, votre abonnement est le plus beau des soutiens pour nous permettre de continuer à les partager.